L'or, talon d'Achille du dollar. Citation de Robert M. Field, Banque de réserve fédérale d'Atlanta. Si tous les prêts bancaires étaient remboursés, il n'y aurait plus le moindre centime en dépôt en banque, ni la moindre pièce ou le moindre billet en circulation. Voici une pensée déconcertante. Nous sommes totalement dépendants des banques commerciales. Il faut toujours quelqu'un qui emprunte chaque dollar que nous avons en circulation, en espèces ou à crédit. Si les banques créent assez d'argent synthétique, nous prospérons, sinon nous mourrons de faim. Nous n'avons absolument aucun système monétaire permanent. Lorsque l'on a une vision complète du tableau, l'absurdité tragique de notre impuissance est presque incroyable, mais c'est bel et bien la réalité. C'est le sujet le plus important que les personnes intelligentes peuvent étudier et sur lequel elles peuvent réfléchir. Son importance est telle que notre civilisation actuelle pourrait s'effondrer à moins qu'il ne soit amplement compris et que l'on remédie à ses défauts très vite. La nature de la monnaie peut être divisée en deux catégories, la monnaie endettée et la monnaie non endettée. La monnaie endettée est jusqu'à aujourd'hui le principal système monétaire légal des pays développés. Pour l'essentiel, il a été constitué par la monétisation de la dette du gouvernement, des entreprises et des particuliers. Le dollar en est l'exemple le plus typique. Les dollars sont créés en même temps que la dette et détruits lorsque celle-ci est remboursée. Chaque dollar en circulation est une reconnaissance de dette et cette reconnaissance génère quotidiennement des intérêts qui augmentent avec les intérêts composés. Vers qui ces intérêts astronomiques retournent-ils ? Vers le système bancaire qui a créé ces dollars. Les intérêts générés par ce dollar endetté se situent en dehors de la masse monétaire initiale, nécessitant inévitablement la création de nouveaux dollars d'endettement pour ajuster la masse monétaire. Autrement dit, plus les gens empruntent de l'argent, plus il faut en créer. La dette et la monnaie se trouvent dans la même impasse et la conclusion logique est la suivante. La dette ne cesse d'augmenter jusqu'à ce que l'on renonce complètement à la monétisation de la dette ou que les intérêts qu'elle génère écrasent le développement économique, conduisant à l'effondrement de tout le système. La monétisation de la dette est l'un des facteurs potentiellement déstabilisateurs les plus graves de l'économie moderne. C'est grâce aux découvertes que le futur répond aux besoins du présent. Un dicton chinois dit « Mangez en avril les grains récoltés en mai ». Un autre type de monnaie est la monnaie argent, qui représente la monnaie non endettée. Elle ne dépend ni d'une quelconque promesse de quelque dette que ce soit, elle est le fruit du travail et fait partie intégrante de l'évolution des pratiques sociales depuis des milliers d'années. Elle nécessite d'être placée sous la contrainte d'un quelconque gouvernement, elle peut traverser les époques et les frontières. C'est le moyen de paiement ultime. Parmi toutes les monnaies d'or et d'argent représentent la possession réelle, tandis que le papier-monnaie n'est qu'une reconnaissance de dette. Toutefois, la valeur conférée à l'or est tout à fait particulière. Le renminbi, RMB, se situe quelque part entre la monnaie argent et le papier-monnaie. Si le yuan existe de nos jours en tant que monnaie endettée, il reflète toujours pour bonne part la mesure des marchandises et des services produits par le passé. L'émission de RMB ne repose pas sur la dette nationale et ne se fait pas à travers une banque centrale privée. Ainsi, la Chine se passe de verser d'énormes prébendes à des intérêts privés. Selon cette perspective, le RMB se rapproche plutôt de la monnaie argent et or. En même temps, sachant que le RMB n'est pas adossé à l'or et à l'argent, il possède les caractéristiques de la monnaie de papier et doit s'appuyer sur le pouvoir coercitif de l'État pour garantir sa valeur. Bien comprendre le système occidental de la monnaie de papier, en particulier la nature inhérente au système du dollar, est une condition préalable pour les futures réformes du RMB. Le système des réserves fractionnaires, source d'inflation. Citation de Sir Joseph Stamp, directeur de la Banque d'Angleterre et deuxième fortune de l'Empire britannique. L'activité bancaire a été conçue dans l'inéquité et est née dans le péché. Les banquiers possèdent la terre, reprenez-la leur, mais laissez-leur le pouvoir de créer la monnaie et de contrôler le crédit, et, d'un coup de crayon, ils créeront assez d'argent pour la racheter. Ôtez-leur ce pouvoir et toutes les grandes fortunes comme la mienne disparaîtront. Elles devraient disparaître. Cela nous donnerait un monde meilleur et plus heureux où vivre. Mais si vous voulez perpétuer les esclaves des banquiers et payer le prix de votre propre esclavage, laissez-les donc continuer à créer la monnaie et à contrôler le crédit. Toutefois, tant que les gouvernements légaliseront de telles choses, il faudrait être fou pour ne pas être banquier.
Les premiers banquiers étaient en fait les orfèvres qui conservaient notamment l'or des déposants, commerçants et voyageurs auxquels ils remettaient un reçu, un certificat qui permettait de retirer la même quantité d'or ou de pièces d'argent chez d'autres orfèvres. Leur réseau s'étendait jusqu'en Orient et c'est notamment lors des croisades que leur activité s'est développée. Ces certificats, qui sont en fait les ancêtres des billets de banque, devinrent petit à petit un agent essentiel dans les échanges. Au fil du temps, les orfèvres s'aperçurent que 10% environ des dépôts qu'ils conservaient n'étaient jamais réclamés. Il fallait donc faire fructifier cette richesse qui dormait dans leurs coffres. Par ailleurs, ils calculèrent avec précision le moment où le reste de l'or placé en dépôt chez eux serait réclamé. Il ne leur restait plus qu'à prêter plus d'argent que leurs réserves d'or pouvaient couvrir. Ils étaient si avides de faire des profits dans cette entreprise fondamentalement frauduleuse qu'ils proposèrent même de payer des intérêts aux déposants afin de pouvoir prêter leur argent. Ces prêts étaient toutefois fourbes, puisque les déposants, en possession des reçus, avaient l'impression que leur argent était en sécurité dans les coffres des orfèvres et les échangeaient donc comme équivalent à de l'or. C'est ainsi que l'or qui se trouvait dans les coffres des orfèvres était couvert par 2 reçus ou plus. Un reçu authentique avait pour origine un dépôt d'or stocké dans les coffres, tandis que les reçus contrefaits, passant pour d'authentiques reçus, avaient été imprimés et prêtés par les orfèvres. Ils circulaient en tant que substitut de ces mêmes onces d'or. Cependant, il n'y avait pas de raison d'attirer les soupçons des déposants si l'on prenait soin de ne pas émettre trop de certificats. L'expérience montra que l'émission des certificats pour un montant 10 fois supérieur au stock d'or, jamais réclamé, ne représentait pas de véritable danger. Ainsi, pendant des centaines d'années, les orfèvres imprimèrent en toute confiance des certificats contrefaits parce qu'ils savaient que la loi ne serait pas sévère avec eux. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle que ces problèmes furent soumis aux tribunaux. D'un côté, des déposants poursuivirent les banquiers qui prêtaient leur or à autrui sans leur autorisation, et, de l'autre, les banquiers affirmaient qu'ils avaient le droit d'administrer comme bon leur semble l'or des déposants. L'affaire judiciaire classique, entendue devant la House of Lords en 1848, est celle de Foley contre Hill et autres. Voici la réquisition de Lord Cottenham. L'argent, lorsqu'il est versé sur un compte bancaire, cesse totalement d'être l'argent du mandant. L'argent, lorsqu'il est versé sur un compte bancaire, cesse totalement d'être l'argent du mandant. Il est alors l'argent du banquier qui est lié à un équivalent en payant une somme similaire d'argent à celle qui a été déposée chez lui lorsqu'on lui réclame. L'argent placé sous la garde du banquier est, tout bien considéré, l'argent du banquier, qu'il peut utiliser à sa guise. Il n'est coupable d'aucun abus de confiance en le faisant travailler. Il n'a pas de compte à rendre au mandant s'il s'engage dans une spéculation hasardeuse. Il n'est pas obligé de le conserver ou de le gérer comme étant la propriété du mandant, mais il est, bien sûr, responsable de son montant parce qu'il est lié par contrat. Selon la jurisprudence britannique, la décision de Lord Cottenham allait faire prendre un tournant majeur à l'histoire de la finance. Les déposants qui avaient durement gagné l'argent qu'ils déposaient dans les banques n'étaient plus juridiquement protégés, ce qui portait gravement atteinte aux droits de la propriété. C'est à la jurisprudence Foley que l'on doit le système frauduleux de réserves bancaires fractionnaires et les inflations désastreuses des 2 derniers siècles. Ce système de réserve fractionnaire allait permettre aux banques, contre le dépôt d'une certaine somme à la banque centrale, de prêter de l'argent à hauteur de 10 fois le montant de ces réserves ainsi constituées. Et comme nous l'avons vu, prêter de l'argent équivaut à créer de la monnaie. Au XVIIIe siècle, les orfèvres, devenus de fait banquiers, se mirent à proposer 2 sortes de services différents, les dépôts purs et le placement de l'épargne. La différence entre les deux résidait dans la propriété de l'or. Dans le premier cas, les déposants avaient la propriété absolue de l'or qu'ils déposaient et les banquiers devaient leur promettre qu'ils pouvaient à tout moment récupérer leur or en échange de leur reçu. Dans le second cas, les déposants perdaient temporairement la propriété de l'or qu'ils avaient déposé et, pendant ce laps de temps, les banquiers effectuaient des investissements qui pouvaient être risqués. Ce n'est qu'après retour sur investissement que les déposants pouvaient reprendre possession de leur or. Le premier cas correspondait théoriquement à une existence factuelle de l'or par rapport au certificat, tandis que le second cas correspondait à une reconnaissance de dette assortie d'un délai. Évidemment, ces reconnaissances de dette n'étaient généralement pas acceptées contre le paiement de marchandises. Comme nous l'avons vu au début de ce livre, lors de la bataille de Waterloo en 1815,
Les Rothschild avaient été informés de son issue 24 heures avant les officiels anglais, ce qui leur donna la maîtrise du marché obligataire britannique ainsi que de l'émission de la monnaie de l'Empire. Peu de temps après, ils exercèrent également un contrôle sur l'émission de la monnaie de la France, de l'Autriche, de la Prusse et de l'Italie, et ils fixèrent le cours mondial de l'or pendant presque 200 ans. Les Rothschild, Schiff, Warburg et d'autres familles de banquiers juifs établirent des réseaux bancaires et constituèrent en fait le premier système financier international, ainsi que le Centre mondial de compensation, la Banque d'acceptation internationale. Il suffisait de rejoindre leur réseau pour que les chèques des autres banques puissent circuler d'un pays à l'autre. Entre parenthèses, avec d'autres grands noms de Wall Street, notamment JP Morgan et John D. Rockefeller, tous deux de confession protestante. Ils créèrent petit à petit un cartel bancaire. Les directives fixées par ces banques devinrent les conventions internationales de l'industrie financière, toujours appliquées dans le monde aujourd'hui. Le cartel bancaire était non seulement la force motrice du système de réserve fractionnaire, mais également son plus grand bénéficiaire. Lorsque ce super groupe d'intérêts particuliers accrut encore son pouvoir, ils se liguèrent pour mettre au point leurs propres règles du jeu politique et législatif. En 1913, quand le cartel des banques internationales parvint finalement à créer un super modèle bancaire basé sur un système de réserve fractionnaire, la réserve fédérale, l'argent de tout le système de réserve intégrale qui se trouvait entre les mains des concurrents fut expulsé par la mauvaise monnaie. Les certificats or et argent, émis à l'époque par le gouvernement américain, furent appelés les survivants du système de réserve intégrale. Ils s'appuyaient à 100% sur l'or et l'argent du gouvernement américain. Une once d'or ou d'argent avait son équivalent en billets. Mais si les dettes du système bancaire étaient remboursées, le marché aurait toujours des réserves pleines de dollars, argent et or en circulation. L'économie pouvait continuer à se développer comme c'était le cas avant la création de la réserve fédérale. Mais à partir de 1913, les dollars de mauvaise qualité expulsèrent petit à petit les dollars de bonne qualité, d'or et d'argent des réserves intégrales. Les banquiers internationaux qui voulaient créer un système financier mondial monopolistique de réserves fractionnaires atteignirent leur objectif et parvinrent même à exclure le gouvernement du domaine de l'émission de la monnaie. Ils firent leur possible pour diaboliser l'or et l'argent, et dans les années 1960, ils réussirent à abolir le dollar-argent. En 1971, ils mirent fin à ce qu'il restait de la relation entre l'or et le dollar. Dès lors, le système de réserve fractionnaire avait bouclé la boucle du monopole. Voici comment le dollar endetté a été contrefait. Dans une brochure, la Banque de réserve fédérale de New York disait ceci. La monnaie ne peut être compensée ou échangée contre l'or du trésor ou tout autre actif utilisé comme garantie. La question de savoir exactement quels actifs garantissent les billets de la réserve fédérale a peu d'importance autre que comptable. Les banques créent la monnaie en se basant sur la promesse des emprunteurs de rembourser, entre parenthèses reconnaissance de dette, et les banques créent la monnaie en monétisant les dettes privées des entreprises et des particuliers. Et dans une autre brochure de la Banque de réserve fédérale de Chicago, aux États-Unis, ni le papier-monnaie ni les dépôts bancaires n'ont valeur de marchandises. Intrinsèquement, le dollar n'est qu'un bout de papier et les dépôts bancaires ne sont que des écritures comptables. Les pièces ont bien une valeur intrinsèque en tant que métal, qui est généralement bien inférieure à leur valeur faciale. Alors, qu'est-ce qui rend ces instruments, chèques, papier-monnaie et pièces, acceptables en paiement de toute dette et pour les autres utilisations monétaires ? C'est principalement la confiance qu'ont les gens de pouvoir échanger une telle monnaie contre d'autres actifs financiers et des biens et des services réels à chaque fois qu'ils le décident. Autrement dit, c'est la monétisation de la dette qui permet de créer des dollars, tandis que la valeur nominale du dollar doit être imposée par un agent extérieur. Alors, comment la dette a-t-elle pu se transformer en dollars ? Afin de comprendre ce processus en détail, il faut prendre une loupe pour observer les mécanismes de la monnaie américaine. Le lecteur non versé dans la finance devra peut-être lire ce qui suit à plusieurs reprises pour bien saisir le processus de création de la monnaie par le système de réserve fédérale et les institutions bancaires. Cela relève d'un quasi-secret commercial que garde jalousement l'industrie financière. Étant donné que le gouvernement ne détient plus le pouvoir de battre monnaie, mais qu'il ne peut émettre que des obligations, puisque la dette nationale est utilisée comme garantie par la réserve fédérale, ce n'est qu'en passant par la Fed et d'autres banques commerciales qu'on émet la monnaie, de sorte que la source du dollar provient de la dette nationale. 4 étapes sont nécessaires dans ce processus. La première étape est l'approbation par le Congrès de l'ampleur de l'émission des obligations d'État. Le Trésor programme la dette pour qu'elle se transforme en différents types d'obligations.
les billets du trésor, ou T-bills ou Treasury bills, à l'échéance d'un an ou moins, les bons obligataires à moyen terme, entre parenthèses T-notes, valables de 2 à 10 ans, et les bons du trésor, entre parenthèses T-bonds, dont l'échéance peut atteindre jusqu'à 30 ans. Ces obligations, à des fréquences et à des moments différents, sont vendues aux enchères sur l'open market. Puis, le Trésor envoie toutes les obligations invendues de la Fed qu'elle accepte en totalité et, à ce moment, elle les enregistre comme actifs dans ses livres en tant que titres. Puisque la dette nationale est utilisée en garantie des futurs impôts encaissés par le gouvernement américain, elle est considérée comme l'actif le plus fiable au monde. Après que la Fed a inscrit ces titres dans la colonne actifs, elle crée une somme équivalente qu'elle inscrit dans la colonne passifs, qui représente les chèques que la Réserve fédérale imprime. Cette étape clé ne part de rien. Ces chèques en blanc ne sont adossés à aucune monnaie. C'est une étape dont la conception est raffinée et le camouflage complet, dont l'existence permet au gouvernement de mieux contrôler l'offre et la demande lors de la vente aux enchères des obligations. La Fed touche des intérêts sur l'argent prêté, le gouvernement obtient facilement de la monnaie, mais il n'y a pas beaucoup de traces révélant l'impression de la monnaie. Les tours de passe-passe de la Fed permettent d'équilibrer les livres de compte entre les actifs de la dette nationale et les passifs monétaires. C'est vraiment cette étape simple mais cruciale qui crée la plus grande injustice au monde. Les futurs impôts des gens qui sont tenus en garantie par le gouvernement permettent à la banque centrale privée de fixer la masse monétaire, c'est-à-dire l'argent qui sera créé par les banques commerciales. Le gouvernement est redevable d'une somme énorme d'intérêts sur de l'argent créé à partir de rien. Cette injustice se détaille en 3 points. Les futurs impôts des contribuables ne devraient pas servir de garantie car l'argent n'a pas encore été gagné. La garantie ne peut que conduire inévitablement à la baisse du pouvoir d'achat et à la dévaluation de la monnaie, nuisant à l'épargne. Les futurs impôts des contribuables doivent encore moins servir de garantie quand il s'agit d'une banque centrale privée. Dans une situation où les banquiers n'ont sorti aucun argent de leur poche, ils utilisent comme par enchantement l'engagement des citoyens à payer leurs futurs impôts, c'est-à-dire obtenir quelque chose pour rien. Le gouvernement doit payer des intérêts énormes sans raison apparente, et ce paiement des intérêts devient au final le fardeau du peuple. Les citoyens sont obligés de mettre en gage leur avenir et doivent en outre payer immédiatement des impôts pour rembourser les intérêts que le gouvernement doit aux banques commerciales. Plus on émet de dollars, plus lourd est le fardeau des intérêts supportés par le peuple, et cela endette les générations futures qui ne seront jamais en mesure de payer. La deuxième étape du processus de la monétisation de la dette survient après que le gouvernement fédéral a reçu et approuvé les chèques de la Réserve fédérale. Ces certificats magiques retournent à la Réserve fédérale puis deviennent subitement des dépôts du gouvernement avant d'être déposés sur les comptes de la Fed. La troisième étape survient lorsque le gouvernement fédéral commence à dépenser de l'argent. Les petits et gros chèques constituent la première vague de devises jaillie dans l'économie. Les entreprises et les personnes qui reçoivent les chèques les déposent sur leur propre compte dans des banques commerciales, et ceux-ci sont comptabilisés en tant que dépôts des banques commerciales. Sur le plan comptable, ces dépôts représentent le passif de la banque, puisque cet argent appartient aux déposants et que tôt ou tard, il faudra leur rendre. Mais ils constituent également des actifs de la banque, qui peuvent être utilisés pour accorder des crédits. Les livres comptables sont donc équilibrés. La même quantité d'actifs s'équilibre avec la même quantité de passifs. Cependant, les banques commerciales créent également de l'argent à l'aide du coefficient multiplicateur basé sur les réserves fractionnaires. La quatrième étape représente les dépôts bancaires qui sont de nouveau séparés en réserves bancaires. À ce stade, ces dépôts qui étaient des actifs ordinaires des banques sont déjà devenus des fonds de réserve produisant de l'argent. Sous le système de réserve fractionnaire, la Fed autorise les banques commerciales à ne retenir que 10% des dépôts comme fonds de réserve et à prêter les 90% restants. Il existe cependant un problème car, après que 90% des dépôts ont été prêtés, que se passe-t-il si les déposants d'origine signent des chèques ou ont des besoins de liquidité ? En fait, quand les prêts sont émis, ils ne proviennent pas des dépôts originaux, ils ne sont que des écritures comptables, c'est-à-dire de l'argent scriptural créé sur du vent. Cet argent neuf correspond à la création monétaire par les banques commerciales. C'est ainsi que la seconde vague de monnaie jaillit dans l'économie. Lorsque la seconde vague de monnaie retourne dans les banques commerciales, cela induit encore plus de vagues de création d'argent neuf.
Si l'augmentation de la masse monétaire générée par les répercussions de l'émission d'obligations et de la création de la monnaie par les banques centrales est plus importante que les besoins de l'économie, il se crée un déséquilibre entre l'offre et la demande qui ne peut être compensé que par l'inflation, entraînant une baisse du pouvoir d'achat qui réduit à son tour la demande. Entre 2001 et 2006, les États-Unis ont ajouté à leur dette la somme de 3 000 milliards de dollars endettés, dont une partie conséquente est directement entrée en circulation. En ajoutant à cela le rachat de la dette de l'État et le paiement des intérêts durant plusieurs années, le dollar a connu une dévaluation importante et les prix d'un grand nombre de produits de base, de l'immobilier, du pétrole, de l'éducation, des soins de santé et des assurances ont fortement augmenté. Cependant, la plupart des obligations d'État émises ne sont pas directement entrées dans le système bancaire, mais ont été achetées par les banques centrales étrangères, les institutions américaines non financières et des particuliers. Dans ce type de situation, les acheteurs dépensent des dollars qui existent déjà. Aucun nouveau dollar n'est créé. Ce n'est que lorsque la Fed et les institutions bancaires américaines achètent la dette américaine que de nouveaux dollars sont créés. Et c'est par ce mécanisme complexe que les États-Unis parviennent à contrôler temporairement l'inflation. Cependant, la dette qui se trouve entre les mains de la banque non américaine arrive tôt ou tard à échéance. En outre, des intérêts sur cette dette doivent être payés tous les 6 mois, bon du trésor à 30 ans. C'est à ce moment que la Réserve fédérale est obligée de créer de nouveaux dollars. C'est essentiellement le système de réserve fractionnaire et la monétisation de la dette qui sont responsables de l'inflation à long terme. Sous le régime de l'étalon or, le nombre de billets de banque émis dépassa progressivement les réserves d'or, conduisant à la désintégration de l'étalon or. Dans le cadre du système de Bretton Woods, cela conduisit inévitablement à l'effondrement du système de la convertibilité en or. Dans le système de la monnaie fiduciaire, cela conduit inexorablement à une hyperinflation, avant d'aboutir à une sévère récession mondiale. Sous le régime de la monnaie endettée, les États-Unis ne seront jamais en mesure de rembourser leurs dettes nationales, ainsi que celles de leurs entreprises et des particuliers, car son remboursement signifierait la fin du dollar. La dette des États-Unis ne pourra pas être réduite, et suite à l'effet boule de neige des intérêts composés associés à la demande monétaire naturellement croissante, elle continuera à augmenter, et ce, de façon exponentielle.